Le Magal de Touba est organisé pour rendre grâce à Dieu conformément aux recommandations du Cheikh. Le Magal n'est-il pas un événement de grande portée économique? Avec nous ce soir, Monsieur Aboussal, expert comptable, conseiller spécial. Monsieur Aboussal, bonsoir et merci de vous présenter aux téléspectateurs de la Belle Télévision. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle donc Aboussal. Je suis de profession expert comptable diplômé, membre de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés du Sénégal. Je suis aussi membre fondateur de Rawdu Rayaahin. Rawdu Rayaahin est la structure qui s'occupe de toutes les grandes conférences du Magal et donc membre du comité d'organisation du Magal depuis 2000. Donc on a été, disons, chargé par Serigne Salou de s'occuper de tout ce qui est organisation des grandes conférences du Magal. Le Magal n'est-il pas un événement de grande portée économique, Monsieur Sall? Tout à fait. Je pense que cela n'est plus à démontrer. Quand vous voyez ce que le Magal draine en termes de flux financiers, le Magal a une portée économique importante. Peut-être nous en parlerons, si vous voulez, en détail tout à l'heure. Il y a des études même qui ont été faites par rapport à cela pour mesurer l'impact économique du Magal. Et ces études ont bel et bien confirmé que le Magal avait un impact économique important au niveau de tous les secteurs de l'économie nationale. Sur le point démographie, tourisme culturel et religieux, si l'on tient compte qu'à cette occasion, des fidèles viennent du monde entier pour faire le pèlerinage dans la cité religieuse, comment peut-on expliquer la dividende démographique, touristique et religieuse de l'événement avec un nombre de pèlerins estimé environ à 4 millions? Oui, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de grandes villes et certains pays génèrent beaucoup de revenus par rapport au tourisme religieux. Vous en prendrez l'exemple de la Mecque, la Kaaba, vous en prendrez l'exemple du Maroc avec Casa et le tombeau de Cheikh Ahmed Tidiane. Et aujourd'hui, chaque Magal, nous voyons que déjà Touba est la deuxième ville en termes démographiques du Sénégal, ce qui a été confirmé par le président de la République. Vous savez, à l'occasion de l'inauguration de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim à Touba. Touba est donc la deuxième grande ville en termes démographiques et la deuxième ville qui, en termes de recettes par rapport à la Sénélec, en termes d'abonnés téléphoniques et aussi en termes de consommation. Sur le point infrastructure et diverses réalisations, nous allons entamer avec les réalisations majeures des khalifes successifs et leur impact économique. D'abord, le fils aîné, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké. Sa plus grande réussite a été sans doute la construction de la grande mosquée de Touba et la construction du chemin de fer reliant Diourbel à Touba. Un petit mot là-dessus? Oui, c'est important de rappeler le rôle joué par les khalifes pour que Touba soit aujourd'hui ce qu'elle est. Pour cela, il faut remonter d'abord avec Serigne Modou Moustapha. Vous savez, dans le projet colonial, Serigne Touba devait être enterré à Diourbel. Parce que le colon avait déjà remarqué de son vivant que Diourbel avait une importance économique du fait que Serigne Touba vivait à Diourbel. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, vous savez, Serigne Touba n'a jamais fêté le Magal à Touba. Ça l'a trouvé à Diourbel. Donc, Serigne Touba lui-même fit appeler Serigne Modou Moustapha et Serigne Fallou à leur confiance ceci. D'abord, la construction de la mosquée, la grande mosquée de Touba, en leur disant, si vous réalisez ces deux choses-là, vous aurez tout ce que vous voulez dans cette vie et dans l'au-delà. La construction de la mosquée et que je sois enterré à Touba. Parce que Touba était toujours sa ville sur le plan mystique et sur le plan religieux, parce que sa promesse, tout ce que le bon Dieu lui a promis et que se réalisera à Touba. Il l'a bien écrit dans Madlaboul Fawzaini, où il a étalé sa feuille de route pour Touba. Et donc, quand il a été rappelé à Dieu,
Serigne Modou Moustapha, qui a prévenu les grands dignitaires mourites, notamment Mame Thierno Birahim et Serigne Mbacké Bousso et tous les grands dignitaires, en leur disant de se rendre à Touba, de venir les rejoindre à Touba parce que le marabout a rendu l'âme. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait, il a négocié avec l'administrateur qui se trouvait là-bas pour qu'il lui laisse amener le corps. Donc, on lui a permis donc d'amener le corps à Touba. Donc, c'est là-bas qu'il l'a enterré, c'est là-bas qu'il a été enterré. Et donc, vous dire, si aujourd'hui le corps n'était pas là-bas, vous parlez du rôle des khalifes. Donc, il a eu cette intelligence de pouvoir négocier avec l'administration coloniale pour qu'il laisse partir le corps. Parce qu'après, l'administrateur colonial a fait un compte-rendu de tout ce qui se passe. Et ces documents se trouvent dans les archives. C'est à ce moment, il a dit maintenant, ce qui me reste à faire, c'est la grande mosquée. La grande mosquée, à l'époque, il y avait un problème pour pouvoir drainer le matériel de Diourbel à Touba. Parce qu'il n'y avait pas de route. Et il n'y avait que le chemin de fer. Et en ce moment, il a fait appel à tous les mourides pour qu'ils construisent le chemin de fer et pouvoir, disons, commencer les travaux de la mosquée. Très bien. Alors ensuite, c'est Serigne Fallou qui a repris le flambeau et qui a tout fait pour, disons, réaliser la mosquée et l'inaugurer. Lui aussi, dans son ingéniosité, dans son intelligence, il a dit, pour réaliser la mosquée, je vais faire appel aux mourides aussi pour qu'ils viennent à Touba. Et Serigne Modou Moustapha n'a jamais appelé les fidèles à venir, comme Serigne Touba d'ailleurs, à venir à Touba pour célébrer le Magal, mais c'est Serigne Fallou qui a fait l'appel dans les années, je ne veux pas donner des années exactes pour me tromper, mais je pense que dans les années 49, pour venir célébrer à Touba. C'est ainsi que les fidèles, quand ils venaient, ils donnaient leur participation pour la construction de la mosquée. Et Serigne Fallou a lui-même prié et inauguré cette mosquée. Donc lui aussi, son rôle à ce niveau a été important. Et par la suite, tous les autres khalifes, Serigne Abdou Lahad d'abord, on le connaît lui par les infrastructures qu'il a fait, notamment tout ce qui est autoroute, tout ce qui est route, tout ce qui est forage, et ensuite l'extension de la mosquée. C'est Serigne Abdou Lahad qui l'a réussi. Serigne Saliou, après, lui emboîtera le pas en continuant, bien sûr, dans les infrastructures routières, mais aussi l'eau. Il avait toujours posé le problème de l'eau. D'ailleurs, c'est anecdotique parce qu'à l'époque, quand il a posé le problème à Abdoulaye Wade, c'était Macky Sall qui était le ministre de l'énergie et de l'eau, et c'est lui qui s'est chargé de réaliser des investissements concernant l'assainissement et l'eau. Et alors, Serigne Abdou Khadr, lui qui était l'imam, son bref passage en 9 mois, ou quelques mois au niveau du Khilafa, Serigne Saliou a réussi donc à ce niveau lui aussi. Et ensuite, il faut le dire, quand Serigne Saliou et Serigne Abdou Khadr est donc parti, c'est ensuite le règne des petits-fils. D'abord, Serigne Bara, qui a fait lui aussi des rénovations au niveau de la mosquée, et ensuite Serigne Sidi Mokhtar, qu'il ne faut pas oublier, qui a beaucoup contribué pour la réalisation de la mosquée Massalikul Jinan à Dakar, et aussi qui a fait la grande extension de la mosquée de Touba avec les minarets, les 2 minarets en plus qu'il a fait construire. Donc voilà, balayé, et aujourd'hui Serigne Mountakha qui continue l'œuvre avec tout ce qu'il fait au niveau de l'université, qui s'est donné comme sacerdoce de réaliser le rêve de Serigne Touba, qui voulait aussi que Touba soit une ville où on enseigne le savoir et où l'on pratique la religion musulmane. Je vais revenir un petit peu sur Serigne Saliou Mbacké. Il développa donc d'importants projets agricoles, Khelcom, des enseignements religieux. Il entreprit les travaux de rénovation de la mosquée de Touba et les poursuivit avec succès. On peut revenir un peu sur les projets agricoles Khelcom? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que Serigne Saliou s'adonne à l'agriculture, c'est d'abord Serigne Touba qui leur avait enseigné ça. D'abord à Mame Thierno Birahim, qui avait la charge de la famille quand il était en exil. Il lui avait dit,
voici la famille. Je ne vous donne point un point fixe pour rester là. Allez où vous pouvez pour vous adonner à l'agriculture et à l'enseignement. Ensuite, à ses fils, Serigne Fallou le raconte bien dans une des cassettes vidéo où il dit que Serigne Touba m'avait dit que si je voulais travailler pour lui, va à quelques kilomètres de Touba, c'est ainsi qu'il est allé à Touba Bogo, qu'il est allé à Ndindi, fonder un village et vous venez à Touba tous les vendredis pour prier. Donc c'est dans cet esprit, et ensuite les chers, tous les chers qui ont fondé des villages, Cheikh Issa Diène, Cheikh Ibra Fall, etc. Il a donné, Mame Thierno Ibrahim qui a fondé Darou Mousty, vous fondez vos villages et vous venez à Touba pour prier. C'est dans cet esprit que Serigne Saliou a voulu avoir Khelcom. On ne va pas revenir sur Khelcom, c'est une longue histoire, parce qu'il y a eu des personnes qui étaient contre Khelcom et qui ont dit on ne devait pas donner à tant d'hectares à Serigne Saliou. Serigne Saliou a eu l'esprit de fonder Khelcom avec des villages. À chaque village, il a donné un nom qui correspondait au nom des villages historiques du mouridisme. Par exemple, il y a eu Darou Manan, Darou Monti et les autres. Il y en a eu, tous les villages. Et là-bas, il enseigne aussi, c'est ce que voulait Serigne Touba, il enseignait, il éduquait. Enseignement et éducation étaient promulgués et ensuite aussi se donnaient à l'agriculture. Ce que d'ailleurs, au passage, il ne faut pas oublier, Serigne Cheikh Saliou continue de façon extraordinaire, son fils aîné, parce que certains ne connaissent pas beaucoup, mais qui réalise des mosquées à Mbour et ailleurs, et qui continue sur l'héritage que lui a laissé son père, qui est celui de perpétuer la pensée et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Un petit mot sur la mosquée Massalikul Jinan de Dakar en termes de coûts. Je ne vais pas peut-être rentrer dans les coûts parce que c'est très sensible et on peut toujours donner des... Mais ça fait beaucoup de milliards. Je pense que le Diorin Chambakiou Faye, qui a lui-même été gérer cet aspect et en même de donner des chiffres exacts. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est d'abord Serigne Bara qui a inauguré l'endroit où devait être érigée la mosquée et qui a contribué. Mais celui qui a le plus contribué, il faut le dire, c'est Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Et ensuite, Serigne Mountakha a eu, disons, la chance de l'inaugurer avec tous les mourides. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est l'une des plus belles réalisations, sinon la plus belle réalisation à Dakar. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, je pense, sur cette mosquée et qui est l'une des plus belles mosquées d'Afrique. Monsieur Abossal, nous allons poursuivre sur l'économie du Magal, mais dans certains détails. Alors, le Magal de Touba a des effets significatifs sur des indices de prix de produits alimentaires et des chiffres d'affaires de commerce en gros ou du transport aérien, des marchands, des transporteurs, éleveurs. Est-ce que vous pouvez nous en édifier davantage? Voilà, je vous disais tantôt qu'il y avait eu des études qui ont été réalisées par Moubarak Lo et son cabinet, une étude monographique portant sur les impacts économiques du Magal au niveau de tous les secteurs de l'économie. Il y a aussi l'université de Bambey qui a mené une étude aussi pour confirmer cela. On ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, comme je disais tout à l'heure, mais ce qu'on peut retenir déjà, même en termes juste approximatifs, j'ai l'habitude de le dire, si on considère qu'il y a 4 millions, comme le dit le ministre de l'Intérieur, 4 millions de pèlerins, si vous considérez que chaque pèlerin doit dépenser en termes de transport pour aller à Touba, va dépenser pour manger, etc. Je ne parle pas d'autres besoins qui peuvent aller dans ce sens-là. Donc, si on considère rien que sur la base de 4 millions de pèlerins et que chaque pèlerin dépense en moyenne 20 000 francs, ce n'est qu'une moyenne. Nous sommes à 80 milliards. Donc, 80 milliards, l'impact sur les caisses de l'État, parce que si c'est des dépenses de consommation, même si vous prenez la moitié, les 40 milliards, vous êtes presque à 10 milliards d'impact de recettes de TVA qui tombent dans les caisses de l'État. Là, vous me direz peut-être c'est l'expert comptable qui parle. On aime beaucoup les chiffres, mais je ne vais pas y aller encore très loin. Mais si on prend les différents secteurs de l'économie, comme vous le disiez tantôt, le transport aérien, le nombre d'Aïra qui vivent à l'étranger, vous le savez, dans toutes les villes d'Europe, dans tous les pays d'Europe, je ne dis pas dans toutes les villes, mais dans beaucoup de villes d'Europe, dans tous les pays d'Europe, la France, je pense à la France, je pense à l'Italie,
je pense à l'Espagne, il y a ce qu'on appelle Kër Serigne Touba, des résidences qui sont érigées, qui sont achetées par les mourides et où ils se regroupent, disons, pour s'adonner aux activités cultuelles et pour s'entraider. Donc, ces daïras-là, aux États-Unis, pareil, aujourd'hui aux États-Unis, dans toutes les grandes villes des États-Unis, il y a des résidences Kër Serigne Touba. Je pense qu'ils sont même en train d'en faire en Australie et dans des pays très lointains. Donc, pour montrer leur détermination. Et ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de talibés, ils prennent leur congé, parce qu'ils ont un congé annuel de 30 jours. Ils le prennent pendant le Magal, ils ne le prennent pas dans d'autres. Ils attendent le Magal de Touba pour venir. J'en sais quelque chose parce que je suis en contact avec beaucoup parmi eux. Et ils viennent donc, ils prennent l'avion. Donc ça, c'est l'impact en termes de recettes pour les compagnies d'aviation. Et ici, au Sénégal, vous savez, le nombre de gens qui se déplacent pour aller au Magal, vous avez l'impact au niveau du transport donc qui est palpable. Alors, l'impact le plus important et qui est estimé, je pense, par Moubarak Lo en termes de consommation, il part dans les 30 milliards, c'est la consommation. Alors, quand on parle de consommation, on parle de quoi? Quand on parle de consommation, on touche à tous les secteurs. Les secteurs primaires, l'élevage, vous savez, le nombre de bœufs, le nombre de moutons, le nombre de dromadaires, le nombre de poulets qu'on égorge pour faire le bernet, c'est important. La consommation du riz et du mil, etc., c'est important. Le secteur secondaire, l'industrie. Si vous voyez ce qu'on consomme aussi en termes de boissons, en termes d'eau, donc les industries aussi tournent, surtout les industries, j'allais dire de consommation, mais aussi les industries par rapport aux bâtiments, parce que les gens réflexionnent, construisent aujourd'hui, beaucoup de gens veulent construire la maison à Touba. Enfin, le secteur tertiaire, on peut parler du téléphone, c'est le service, la banque, mais aussi on peut parler du commerce. Le commerce, les commerçants de Touba, tenez-vous bien, il y a des commerçants qui réalisent 50% de leur chiffre d'affaires pendant le Magal, le chiffre d'affaires annuel. Les 50%, c'est pendant le Magal. Donc, vous voyez, le Magal a un impact très important au niveau de tous les secteurs, mais aussi au niveau de presque toutes les activités, même les activités qu'on appelle informelles. Ouais, même les petits vendeurs qui transportent là-bas leurs marchandises pour vendre sentent que le Magal est vraiment une bénédiction pour leurs activités. Quel est l'impact global du Grand Magal de Touba et les postes essentiels? Vous avez un peu parlé d'alimentation, de restauration, transport, transfert de fonds, emploi, vous l'avez dit tout de suite. En termes d'augmentation de chiffre d'affaires, donc quelle évaluation? Oui, on en a parlé tantôt, quoi. Ouais, Peut-être ce serait un peu se répéter. D'accord. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui, peut-être c'est une anticipation à d'autres questions, que l'État prenne mesure vraiment de façon précise quel est l'impact. Parce que, vous savez, il y a une agence nationale qui s'occupe de la statistique, qui nous donne le PIB, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le produit national brut, les importations, les exportations. Donc l'ANSD, l'Agence nationale de la démographie et de la statistique, aurait intérêt à mieux analyser l'impact de façon précise, l'impact économique du Grand Magal pour permettre à l'État de mieux définir sa politique publique en termes d'investissement, en termes de réalisation d'infrastructures pour que Touba soit encore, même si elle est déjà plus attrayant, plus accueillant en termes de, pour les pèlerins, soit dans des conditions meilleures, quoi. Ne parlons pas de l'autoroute de Touba. On a vu aujourd'hui que l'autoroute de Touba a un impact important parce que ça fait économiser des milliards à des transporteurs qui passaient leur temps. Si vous passiez 5 heures de temps pour aller à Touba, le coût est beaucoup plus important que si vous passez 2 heures de temps. Donc ça, l'impact aujourd'hui n'est plus à démontrer. Donc, le Magal de Touba, c'est vrai, c'est un événement vraiment qui a un impact économique important parce que quand on parle de relance en économie, on peut parler de la relance par deux paramètres. La relance par la consommation, la relance par les investissements. Ce qu'on appelle la politique keynésienne, du nom de John Maynard Keynes, qui est un Américain qui avait, du temps de la crise de 29, qui avait relancé l'économie américaine par les investissements. Donc il est évident que les deux, aujourd'hui, sont à voir à la fois les investissements que ferait l'État pour que Touba soit plus accueillant, plus, disons, doté en
en infrastructure, et il y a il y a la consommation qui vient naturellement avec le nombre de pèlerins qui se rendent à Touba. Vos commentaires, Monsieur Sall, et éclairage sur deux choses. Le café Touba, c'est une boisson qui se commercialise et qui s'étend dans tout le Sénégal et au-delà même de nos frontières, y compris sous forme de capsule aujourd'hui. Non, mais c'est une très bonne chose. Il faut voir que le café Touba, ce que je peux vous dire déjà, c'est Serigne Touba. Je ne dirais pas qu'il aimait. Parce que Serigne Touba, lui, il disait que moi, je n'aime que Dieu et le prophète Mohammed. Et je pense qu'il y a une anecdote comme ça, où on avait dit, Serigne Touba, je ne sais pas, aime tel produit. Et il s'est réveillé, il a dit, tout ce produit-là, que ça sorte de... C'était à Diourbel, de sa maison. Parce que lui, il n'aime pas autre chose que... Quand j'en parle, j'ai des frissons. Mais Serigne Touba buvait le café. Parce que vous savez, quand on se donne à des activités intellectuelles intenses, on utilise le café pour ne pas dormir. Parce que lui, on dit que on n'a jamais vu Serigne Touba comme moi se mettre en pyjama, préparer bien son lit, son truc pour dormir. Il disait que lui, c'est entre deux trucs qu'il dormait, quoi. Et j'avais un de mes grands-pères, un jour, qui était allé le rendre visite, je peux le citer, c'est Serigne Modou Awa Balla, et qui était très jeune, et qui était accompagné de son père, et qui dormait. Et Serigne Touba demandait à Mame Thierno, mais je suis étonné de voir quelqu'un dormir comme ça, parce que je ne crois pas qu'une personne puisse dormir comme ça. Voilà donc pour vous dire quoi. Serigne Touba utilise le café souvent, et c'est là d'où est venu le nom de café Touba. On dit même qu'il soignait aussi certaines maladies par le café de Touba. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une réussite aussi commerciale. Aujourd'hui, tout le monde vend du café de Touba. C'est même étonnant de voir des Peuls vendre café de Touba. Bon, donc ça devient un bon label commercial pour tout le monde. On ne peut que s'en satisfaire. Très bien. Concernant la mode et les tenues aussi, comme le Baïlahad de Isbou, le Djahas des Baïfal, en termes aussi d'entrepreneuriat, mouride, ça a un fort impact. Oui, sur le plan culturel, c'est bien de voir que c'est Serigne Abdoul Ahad qui a inauguré cette terre avec les Isbou. Que Dieu ait pitié de Atou, qui fait partie des fondateurs de Hizbut Tarqiyyah. Et moi, je me rappelle, même quand il venait là-bas, c'est en voyant Serigne Abdoul Ahad, comment il est habillé. Et Serigne Abdoul Ahad, quand il était venu aussi à Dakar pour rendre visite à El Hadj Ndiouga Kébé, c'est là où le mouvement mouride étudiant a pris son ascension. Ils l'ont imité et c'est devenu aujourd'hui une reconnaissance par rapport au mouride. C'est vrai que quand on porte le djalab, ça fait penser à quoi? Au Maroc. Voilà, quand on porte le Baïlahad, ça fait penser à Touba. C'est une marque, même s'il faut déplorer qu'il ne faut pas en faire trop de choses mondaines, quoi. Il ne faut pas en dériver, parce que l'accoutrement musulman a des normes par rapport à ce que ça doit être dans son corps, quoi. C'est effectivement cela. Quand on examine le paysage économique sénégalais tant formel qu'informel, on remarque une grande place tenue par les fidèles mourites. D'autre part, on remarque que beaucoup de marabouts sont des agriculteurs et entrepreneurs. Comment l'expliquez-vous? Mais c'est facile à expliquer parce que le mouridisme a deux piliers, le travail et la prière, le travail et la spiritualité. Et c'est comme ça que Serigne Touba a éduqué. Je vous disais tantôt, je vous parlais de Mame Thierno, de Cheikh Ibra Fall, ils sont tous entrepreneurs. Tous les chefs mourides, je prendrai l'exemple que je connais le mieux, hein, c'est Mame Thierno Birahim. Quand il a fondé le village de Darou Moussi, sur 40 km², il a fait des villages qui sont d'une quarantaine pour s'adonner à quoi? À l'agriculture et à l'enseignement. C'est telle l'image. Tantôt, on a parlé de Khelkom. Et ces mourides-là, il y a eu beaucoup de thèses. Je pense que Samir Amin même, il a fait, un grand économiste africain, il a fait un livre qui s'appelle Le monde des affaires sénégalaises, où il a parlé de ces pionniers qu'on appelle les gens qui viennent de Lambaye, qui viennent de Diourbel, et ils ont même l'habitude de nous dire les Modou, hein, qui sont installés à Sandaga et qui ont commencé à s'adonner et aujourd'hui, leurs fils ont repris le flambeau. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont des industriels, qui ont créé des industries. Il faut leur rendre un hommage.
Et demain, je pense qu'aujourd'hui, ce seront eux les capitaines d'industrie de notre économie. Il est important que l'État leur apporte soutien et orientation. Ils sont tous issus de ces daras, de ces villages, et aujourd'hui, ils sont presque dans tous les secteurs, et c'est nos champions qui peuvent, disons, concurrencer, j'allais dire, les étrangers qui viennent ici pour prendre notre économie. Donc l'occasion aussi de leur rendre hommage et aussi de les soutenir. On ne peut que s'en satisfaire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur... Toujours dans une perspective économique, y a-t-il des projets en cours ou à venir en termes d'édition et de commercialisation tant imprimée que digitale, d'œuvres sur les œuvres littéraires du Cheikh lui-même, comme celle de Daray Kamil à Touba, ou d'autres œuvres de fidèles chercheurs ou historiens? Ah oui, vous savez, avec l'université, il sera question d'enseigner aussi. Serigne Touba, il a écrit dans tous les domaines de la religion. Peut-être beaucoup se simplifier la vie en s'arrêtant sur Serigne Touba. Mais ce serait bien que ceux qui se réclament de lui lisent un peu sur Serigne Touba. Il a écrit dans le domaine du tawhid, ce qu'on appelle le tawhid. Il a écrit dans le domaine du tasawwuf, c'est le soufisme. Comment pratiquer le soufisme. Il a écrit dans le domaine du fiqh, c'est la jurisprudence religieuse. Il a écrit dans tous ces domaines, sans parler maintenant des autres œuvres littéraires, telles que les poèmes qu'il dédie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou sur lesquels il exalte Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces œuvres-là, Serigne Abdou Lahad avait commencé à les traduire. Et en envoyant Serigne Maodo Mamoun Niang et Serigne Sambay au Maroc pour imprimer certains ouvrages tels que Massalikul Jinan, Tasawwud Shikhar, Tasawwud Subban. Il y en a des œuvres qui sont destinées aux jeunes d'ailleurs. Et avec l'université, bien entendu, ces œuvres vont se multiplier, l'impression de ces œuvres et l'enseignement de ces œuvres vont continuer. Ça n'empêchera pas aussi certains étudiants qui veulent faire des recherches ou des thèses sur le mouridisme qui auront la possibilité d'accès à toutes ces œuvres qui sont écrites par le cheikh ou par les membres de sa famille. Vous parlez d'impression et en termes de digitalisation, vous pensez que ça va donner quoi à mon avis, il y a quelque chose déjà qui est commencé, qui a eu lieu au niveau de la bibliothèque que mon ami Moustapha Diatara gère. Hein. Il m'a parlé de ce projet qui a été financé par une structure de la place, pour ne pas parler de publicité, qui a permis la digitalisation de certains trucs. Et à mon avis, ça ne peut que continuer parce que nous sommes dans l'ère de la digitalisation. L'État s'y met avec tout, donc toutes les structures vont s'y mettre. Et le mouridisme ne manquera pas de répondre à ce besoin voilà, du moment. Monsieur Aboussal, nous allons conclure l'émission. Alors, peut-on établir une corrélation entre le dynamisme économique observé et la doctrine mouride de quête du savoir, de culte du travail, d'entraide et de solidarité? Ah oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a qu'à regarder aujourd'hui ce qui est créé par les mourides. Et je parlais tantôt des villes qui se rattachent à Touba. Je parlais de Taïf, je parle de Darou Moussi, je parle de Darou Manan, je parle de Ndiané Lagan, toutes ces villes. Vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez au niveau de ces villes et de ces villages? Le lieu de culte pour s'adonner à Dieu, l'enseignement, et aujourd'hui aussi, le dynamisme économique qu'on voit et qui est symbolisé par cette mosquée à Dakar. Et c'est vrai, elle est située dans un endroit où il y a beaucoup de mourides qui sont à marché Koloban, Niaritali, Dakar, qui viennent s'adonner à ça. La pensée des Cheikh Ahmadou Bamba n'est rien d'autre que cela, qui a traduit en réalité ce que beaucoup de penseurs n'avaient pas fait à l'époque, parce qu'on a eu des soufis comme Imam Ghazali, Abdul Qadir Jailani, mais qui, à leur époque, n'ont pas pu réaliser, comme l'a fait Cheikh Ahmadou Bamba, de vrais centres religieux qui permettent toujours de continuer l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais aussi, aux mourides, de se souvenir que Serigne Touba n'a pas fondé Touba pour du business, hein. Il a fondé Touba pour s'adonner au culte de Dieu et s'adonner de quoi nourrir. Il ne faut pas que ça soit Chinatown ou Manhattan. Ce n'est pas l'objectif de Serigne Touba. Voilà. Un dernier mot? Un dernier mot, bon, vous remercier encore
de votre initiative et souhaiter que votre télé fasse partie des premières chaînes les mieux regardées, d'autant plus que son fondateur, tout le monde le connaît pour son dynamisme et son professionnalisme. Je parle de Makhtar Sylla, que je rends au passage hommage pour ce qu'il a fait pour le monde télévisuel sénégalais. Merci. C'est moi qui vous remercie.